Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne en Suisse et aujourd'hui je vais vous expliquer comment guérir d'une blessure émotionnelle. Comme dans beaucoup d'épisodes, je parle d'émotions et de comment arriver à les apaiser, les comprendre, les utiliser. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me faire des retours sur ces épisodes parce que on est tous dans notre quotidien confrontés à nos émotions et puis c'est une partie essentielle de notre vie. Et c'est tellement essentiel et vous me posez tellement de questions là-dessus que j'ai fini par créer une formation en ligne qui s'appelle Gestion des émotions, guide pratique et que je vous mettrai dans les notes du podcast. C'est une formation en ligne qui aborde tout ce qu'il faut savoir sur les émotions, comment les reconnaître, les comprendre, les utiliser pour en fait retrouver la complicité qu'on a avec ce radar naturel que sont nos émotions et qui nous sont extrêmement utiles au quotidien lorsqu'on les comprend. Donc tout ça, ce sera dans les notes et vous pourrez donc cliquer et avoir plus d'infos là-dessus. Alors comment maintenant guérir d'une blessure émotionnelle ? Alors j'aime pas trop, au final, le mot blessure émotionnelle, mais je l'utilise ici dans cet épisode parce que je vois beaucoup de gens l'utiliser. Pourquoi j'aime pas trop le mot de blessure ? Parce que je trouve que c'est une image extrêmement forte et qu'on utilise des fois peut-être un peu trop facilement. Parce qu'une blessure, ça fait vraiment mal, ça saigne, ça peut s'infecter et on peut en mourir. Alors je trouve que pour une blessure émotionnelle, ça correspond pas forcément à notre vécu. Mais peu importe, je l'utilise aussi dans cet épisode parce que je me suis inspiré d'un livre que j'avais adoré qui s'appelle Devenir champion et ça a été écrit par le psychologue Cédric Quignon-Fleuret qui raconte des anecdotes tirées de ses séances de psychothérapie et de préparation mentale avec des athlètes de haut niveau à l'INSEP. Pour ceux qui ne le savaient pas, l'INSEP, c'est le plus grand centre de formation pour les sportifs en France. Et ce psychologue, il aborde dans son livre le thème de la blessure chez l'athlète et des répercussions qu'elle a sur sa vie de tous les jours, au niveau de la vie réelle, psychique et symbolique. Et il donne 3 conseils pour la gérer au mieux et en retirer du positif. Alors moi, je vous propose dans cet épisode de reprendre en partie sa théorie et de l'élargir aux blessures émotionnelles que chacun, vous comme moi, peut ressentir au jour le jour. Notamment, on va prendre l'exemple d'une rupture amoureuse ou d'une difficulté dans sa vie professionnelle. Et puis, comme vous le savez, j'aime bien vous donner des astuces pratiques pour les utiliser dans votre quotidien et donc, je vous montrerai comment vous aider à prendre soin et à guérir en 3 étapes de vos blessures émotionnelles. Alors, la blessure émotionnelle ou physique, quel impact ? Alors au niveau du réel, donc de la vie concrète, de l'organisation du quotidien par exemple, une blessure chez le sportif, comme une blessure émotionnelle, ça peut amener l'individu à se retrouver isolé, à perdre ses repères et à devoir modifier ses objectifs dans sa vie de tous les jours. Un sportif blessé sera isolé dû à son incapacité à s'entraîner. Il devra modifier sa routine et tout ce qui structure sa vie habituellement, et modifier ses objectifs suivant la gravité et le timing de la blessure. Suivant un processus similaire, la fin d'une relation amoureuse ou un licenciement professionnel peut aussi amener à un isolement, notamment avec la perte des collègues, de la valeur sociale offerte par l'activité professionnelle ou la perte de notre partenaire. Ça modifiera nos repères et également nos objectifs. Une réorientation de carrière,
l'abandon des projets prévus au sein du couple, etc. C'est vrai que ça, eh bien, ça peut avoir vraiment un impact énorme. On voit des fois pour les personnes qui se retrouvent au chômage, c'est extrêmement difficile parce qu'on se dit juste que c'est la perte d'un emploi, mais non, c'est aussi toute la reconnaissance que la personne tirait de cet emploi, c'est la vie sociale, les contacts sociaux qu'elle en tirait également. Donc c'est ça qui explique aussi que certaines personnes peuvent très bien vivre une période de chômage et d'autres beaucoup moins en fonction de la nombre de pertes dans les ressources que ça leur apportait. Et pareil au niveau du couple, tout d'un coup, c'est même peut-être quelque chose parmi les plus violentes selon moi, les ruptures de couple, parce que du jour au lendemain, eh bien on passe d'une relation amoureuse, de contact avec la personne qu'on aime, mais aussi avec toute sa famille, et tout d'un coup, le lendemain, on n'est plus personne l'un pour l'autre, on se voit plus, puis ça coupe un pan entier de notre vie sociale, et ça peut être d'une violence extrême et qu'on sous-estime souvent. On se dit mais je devrais pas être autant touché par cette rupture, mais si les relations humaines qu'on coupe comme ça brutalement, parfois sans explication, et surtout quand il s'agit de la famille ou de la belle famille, eh bien elles n'ont pas leur mot à dire, ou si elles se prononcent, ça peut être mal vécu. C'est quelque chose qu'il faut pas sous-estimer. Maintenant, au niveau psychique, alors Cédric Quignon-Fleuret, il aborde entre autres le rapport au temps dans le processus de guérison d'une blessure. En effet, cette dernière, elle vient interrompre la planification d'entraînement prévue par l'athlète, par exemple, provoquant souvent une grande déception et frustration chez une personne habituée à respecter un programme strict et précis. De plus, l'attente du rétablissement et l'anticipation de la fin de carrière sportive qui s'approche peuvent être extrêmement angoissantes. Il en va de même pour une blessure émotionnelle. La fin d'une relation amoureuse, par exemple, elle remet en cause la planification temporelle du couple et elle met fin à un avenir imaginé du jour au lendemain. Donc tout à coup, tout s'effondre. Et de plus, le rapport au temps dans une relation de couple peut devenir extrêmement angoissant, notamment lorsque l'envie d'avoir des enfants se fait pressante. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand on approche de la trentaine. Tout à coup, il peut y avoir des angoisses qui arrivent, qu'on n'avait pas du tout vécues auparavant, mais où tout à coup, on se confronte à peut-être notre biologie, mais souvent surtout à nos idées préconçues. C'est-à-dire que ça peut être par rapport aux enfants, mais par rapport à plein d'autres choses, où pendant la vingtaine, on s'est projeté dans des projets de, voilà, quand j'aurai 30 ans, j'aurai une maison, j'aurai tel job, j'aurai une famille, 2 enfants, etc. Et puis, on arrive à 30 ans, puis on voit que la réalité correspond pas du tout. Mais ce qui est intéressant, et moi c'est ce que je vois parfois dans mon cabinet, c'est que il y a des personnes qui, avant leurs 30 ans, avant cette marque symbolique, qui veut rien dire en fait, mais en fait, elles vont très bien, jusque-là, elles sont épanouies, elles sont alignées avec leur projet, mais tout d'un coup, il y a cette comparaison avec ce qu'elles pensaient que ça serait, leur vie, et puis ça vient tout d'un coup tout perturber, alors que ce qu'elles vivent leur convient très bien. Si je reprends l'exemple maintenant d'un licenciement ou d'une réorientation, ça peut remettre en perspective le temps à investir pour une nouvelle formation, la recherche d'un nouvel emploi, ce qui peut également s'avérer terriblement déstabilisant. Maintenant, au niveau symbolique, l'auteur il aborde l'impact symbolique d'une blessure qui peut provoquer des réactions de colère et de culpabilité, par exemple. Le sportif blessé, il pourra par exemple en vouloir à son entourage de l'avoir mal préparé ou de ne pas avoir anticipé cette blessure. Quand bien même, parfois, c'est impossible parce que les accidents, ce sont des accidents. Alors on peut faire de la prévention, mais le risque zéro n'existe pas. Cette colère, elle pourra également se retourner contre son propre corps, qui le lâche, entre guillemets. Et pour finir, la culpabilité, elle peut également être ressentie avec des ruminations de type « j'aurais dû, c'est ma faute, si seulement j'avais, ta. » Puis là, ça peut tourner pendant des semaines, des mois, voire des années.
À nouveau, une rupture sentimentale ou la perte d'un emploi, elle peut provoquer le même type de réaction. La colère contre son partenaire, son patron, de nous avoir trahis, entre guillemets, ou la culpabilité ressentie. Le fameux « j'ai dû faire quelque chose de faux, si seulement j'avais été », etc. Ça, toute personne qui a vécu une rupture est sûrement passée par là, dans le fait de repasser entièrement la relation en revue pour essayer de traquer à quel moment est-ce que il ou elle aurait fait la faute qui a tout fait basculer, et ce qui est quelque chose qui est absolument pas aidant, évidemment. Ça peut être utile d'en retirer des apprentissages, mais très souvent, en fait, on cherche une faute là où il n'y en a pas, ou bien une explication qu'on n'aura jamais. L'auteur, il mentionne qu'une colère dirigée contre l'extérieur endommagera moins le moral de l'individu en l'aidant à préserver une image personnelle positive. Et puis ça, on peut le prendre sûrement pour ces autres exemples. C'est souvent plus facile d'accepter au final ou de mettre une coupure à une rupture quand l'autre fait une faute, quand l'autre nous trompe, quand l'autre fait quelque chose d'inacceptable. C'est plus facile de passer à autre chose parce qu'on a une raison, entre guillemets, puis c'est de la faute de l'autre. Donc on n'a pas besoin de se remettre en question. C'est des fois plus difficile justement quand on commence à réfléchir sur soi, même si c'est nécessaire, mais si ça se transforme en colère qu'on dirige contre soi, là il y a rarement quelque chose de très positif qui ressort, parce que on est une personne qu'on doit fréquenter tous les jours. J'aime bien imaginer que on est en couple avec nous-mêmes et que voilà, s'il y a une personne à l'intérieur de nous qui ne fait qu'être en colère, de nous faire des reproches, etc., eh bien c'est difficile de vivre en harmonie avec soi. Alors maintenant, vous devez vous demander comment est-ce que je fais pour surmonter une blessure émotionnelle. Si vous vivez ça actuellement, eh bien c'est la partie qui va la plus vous intéresser. L'auteur, il suggère 3 conseils pour vivre au mieux une période de blessure, qui, selon moi, peuvent totalement s'appliquer à une blessure physique comme à une blessure émotionnelle. Le premier conseil, c'est faire entendre un vécu, en rendant l'angoisse et la tristesse moins pesantes du fait de les partager, de les verbaliser. Pour ça, il faut absolument éviter l'isolement, la rumination, entretenir un lien social fort et profiter d'en parler un maximum avec les personnes de confiance qui vous entourent. Ça, c'est on ne peut plus vrai. Ça va pour l'angoisse, la tristesse, mais n'importe quelle émotion, particulièrement la tristesse. Ça, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais on a un peu un réflexe culturel en Occident de ne pas se montrer, de s'isoler quand on est triste. Parce que, je sais pas pourquoi, il faut qu'on se montre toujours heureux, alors que c'est une profonde bêtise. Parce que la tristesse, eh bien, elle nous pousse à chercher du soutien chez les autres, à s'entourer, à être écouté, à être soutenu. Et ça, on peut l'avoir que dans le lien social. Donc, faire entendre votre vécu, c'est déjà une première étape. Deuxième étape, c'est l'acceptation. C'est-à-dire accepter sa situation en l'analysant calmement et en cherchant les causes de cette blessure. En vous posant des questions comme « Que pourrais-je faire de mieux la prochaine fois ?» Quels comportements ont amené mon partenaire à me quitter, mon patron à me licencier, etc. Que puis-je apprendre de cette expérience ? Ça, c'est quelque chose de capital également, c'est de toujours chercher à, pas forcément à comprendre. Alors si on peut comprendre, alors il faut le faire. Mais des fois, c'est incompréhensible, ou on n'a pas possibilité d'avoir les réponses. Mais toujours chercher à retirer des apprentissages. Se dire, mais cette adversité, ce challenge qui se présente à moi, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de m'apprendre, entre guillemets ? Qu'est-ce que la vie essaie de m'apprendre à travers cette épreuve ? Comment est-ce que cette épreuve, elle va me permettre de devenir plus fort, plus sage, plus intelligent, etc. C'est une très bonne façon de sublimer en fait ces moments de difficulté. Et puis, la troisième étape, c'est se préparer à la reprise sans urgence.
Donc il est important de ne pas considérer ce temps comme du temps perdu, mais de l'utiliser pour investir son énergie positivement dans d'autres domaines de sa vie. Donc quand un sportif est blessé, c'est pas forcément du temps perdu, c'est l'occasion de pouvoir peut-être voir ses proches, faire autre chose que son sport, qui est quelque chose qui est parfois difficile pour les sportifs d'élite, parce qu'ils sont tellement immergés là-dedans qu'ils ont parfois de la peine à développer les autres domaines de leur vie. Et donc, si votre relation ou votre emploi vous laissez moins de temps pour voir vos amis, profitez de les voir davantage à présent. Profitez de votre temps libre pour découvrir de nouvelles activités, apprendre de nouvelles choses et travailler de nouvelles compétences. C'est vraiment un peu, j'en ai parlé dans des précédents épisodes également de l'image des piliers, comme quoi on serait soutenu par différents piliers que sont notre relation amoureuse, notre job, nos amis, nos loisirs, notre famille. Et puis, il faut entretenir ces piliers. Parce que plus on en a, plus lorsque un s'effondre, on peut être soutenu par les autres. Donc si on a tous ces domaines qui sont entretenus, on va beaucoup mieux supporter une perte d'emploi ou une rupture. Et puis, si on n'a pas possibilité de remplacer le pilier tout de suite, on peut profiter justement de se reposer, de voir davantage nos amis, de se concentrer sur nous, sur une nouvelle passion, de nouveaux apprentissages, pour qu'en fait, vous puissiez regarder n'importe quel moment de votre vie avec gratitude. Et que vous disiez pas, ce moment de ma vie, j'ai vraiment perdu mon temps. J'ai rien fait. Ça, c'est des années qui sont perdues. Je pense que c'est le pire sentiment qu'on puisse avoir. Mais de vraiment se dire, ok, là, en fait, il m'est arrivé tel problème de santé, telle perte de job, telle rupture. Là, j'étais mal, je me sentais pas bien à cette période. Et c'est ok d'avoir des périodes où on n'est pas bien. Ça fait partie de la vie et de l'expérience humaine. Mais dans chaque moment, il y a des apprentissages et il y a des opportunités pour vivre des choses qu'on ne pourrait pas vivre dans d'autres moments. Alors c'est vraiment, en fait, l'essentiel, c'est d'utiliser une expérience négative pour en tirer un maximum de positif. Apprendre de ses erreurs, de ses défaites, accepter les coups durs de la vie et en profiter pour resserrer vos liens sociaux et réinvestir votre énergie dans d'autres domaines. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous rappelle que si vous souhaitez approfondir toutes ces questions de gestion des émotions, je vous mets dans les notes du podcast le lien vers ma formation en ligne. C'est une formation filmée à laquelle vous pouvez avoir accès en illimité qui s'appelle Gestion des émotions, guide pratique et qui vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur comment comprendre, reconnaître, utiliser et finalement apaiser vos émotions. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.